Comment va se dérouler la prochaine demi-heure, trois quarts d'heure? Je vais vous présenter, je vais vous présenter rapidement ma formation online. Ensuite, la formation proprement dite avec Lionel sur PowerPoint. Et puis à la fin, vous aurez un questionnaire qui nous permet d'améliorer nos prestations. Donc merci d'y répondre. C'est la contrepartie de la gratuité de ces formations. La prochaine session gratuite, puisqu'on en réalise régulièrement, vous les recevrez par email, mais vous pouvez marquer déjà la prochaine, c'est le jeudi 21 novembre, en communication rédactionnelle, quelle stratégie pour un CV percutant? Présenté, animé par Andrea, formatrice en communication rédactionnelle chez Ma Formation Online. Les formateurs et trices, justement, donc votre serviteur ici, formateur web, Lionel, que vous allez avoir le plaisir d'écouter en bureautique, Andrea, donc pour le CV percutant en communication écrite, on a aussi Nicole pour le français, Véronique en marketing, Gwen en créa d'entreprise et gestion, Anne en infographie, et puis on en a d'autres régulièrement. On a Céline, que j'ai pas eu le temps de mettre sur le diaporama, Céline pour le développement VBA, la programmation VBA, Denis pour développement HTML, PHP, etc. On a un peu toutes les thématiques. Je reprends mon petit outil, voilà. Donc ma formation online, ce sont des visio-formations individuelles en direct dans des domaines aussi variés que la bureautique, les langues, le web, la création d'entreprise, la PAO, l'audiovisuel, la com rédactionnelle et bien plus encore. On étoffe régulièrement notre offre. La méthode, des sessions de 2 heures réparties dans la semaine qui permettent de faire des exercices entre les sessions, notamment via une plateforme d'e-learning que l'on a mis en place, donc avec nos propres exercices qui permettent d'adapter au parcours, qui sont adaptés au parcours. Les sessions sont enregistrées, tout comme la session actuelle, elle est enregistrée, elle est mise à disposition. Cette session-là sera mise, la session d'aujourd'hui sera mise sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver toutes nos sessions gratuites sur youtube.com/maformationonline.com. Mais pour les parcours individuels, donc les sessions sont enregistrées et sont mises à disposition des stagiaires. Elles ne sont évidemment pas diffusées puisque c'est confidentiel, enfin ça reste dans le cadre privé. Les supports de formation sont partagés dans le cloud, donc mis à jour régulièrement. Nos formations sont éligibles aux différentes aides et financements. Le site en cours de refonte, maformationonline.com. Voilà pour une rapide présentation de ma formation online. Si vous le souhaitez, donc vous pouvez poser des questions sur globalement ma formation online. Vous pouvez les écrire sur la zone de saisie ou demander la parole, auquel cas j'ouvre votre micro. Pas de questions. Ok, bon, n'hésitez pas, même en cours de formation. Voilà. Donc je vais passer le contrôle de l'écran à Lionel, qui va vous présenter ça. Vous pouvez à n'importe quel moment, vous pouvez poser des questions et je lui transmettrai, puisque moi j'ai un écran de contrôle, et soit je l'interromps, soit j'attends la fin de la séquence qu'il présente pour lui poser vos questions. N'hésitez surtout pas. Bonne session à toutes et à tous. Voilà. Je suis Ouais, Lionel Bonneville. Voilà. c'est bon. Bonjour à tous, je suis Lionel Bonneville. Donc, je vais vous faire une présentation sur les 10 astuces qui vous permettent de réussir une présentation PowerPoint. Je vais partager mon écran de manière que vous puissiez, je dirais, voir cette présentation. Alors, je suis heureux de pouvoir animer ce short learning, on appelle ça short learning, une formation gratuite, instantanée. L'intérêt de cette formation est avant tout pas
de vous apprendre à utiliser l'outil PowerPoint, d'accord, les techniques de manipulation. Je pense qu'on pourra voir ça dans une autre session. Là, on va simplement se concentrer sur le message et ce que l'on peut faire passer sur un diaporama. Alors, la première chose, un petit préambule s'impose. Tout d'abord, entre guillemets, il faut tout de suite tordre le cou aux pratiques que l'on voit le plus souvent faites par des managers, c'est-à-dire arriver à intervenir avec, pendant la réunion, en lisant les diapositives qu'ils ont faites sans avoir, je dirais, leur discours, leurs notes, indépendamment du diaporama. La présentation n'est que l'illustration du propos de l'animateur et non l'inverse. Il faut impérativement que le diaporama soit issu d'une préparation du discours de l'animateur de la réunion. On voit beaucoup trop de gens qui font leur PowerPoint en disant bah voilà, c'est ce que je vais dire. Non, le PowerPoint, c'est avant tout une extraction, c'est quelque chose que l'on souligne, c'est une illustration, c'est une mise en valeur. Ça communique des messages qui automatiquement sont extraits du discours de l'orateur. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que d'une façon très simple, il faut savoir que on entend plus vite que ce que l'on lit. D'accord? Donc, chaque sens d'un spectateur va être sollicité pendant le diaporama. D'accord? Et son ouïe est plus rapide que sa compréhension à la lecture. Par contre, la compréhension à la lecture a l'intérêt de durer un petit peu plus dans le temps. Donc, on va se servir, entre guillemets, du diaporama pour imprimer le message d'une façon plus durable dans sa mémoire. Okay? Mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir aussi qu'on visualise beaucoup plus vite que ce que l'on entend. Entre guillemets, un pictogramme touche tout de suite à la compréhension que l'ouïe. Donc là aussi, le diaporama va communiquer sur un autre vecteur, sur un autre domaine, d'accord, que par rapport à ce que dit l'orateur. Ça, c'est une chose. Ensuite, on saisit mieux une image qu'un texte, donc on va pouvoir relayer et appuyer sur un troisième vecteur pour pouvoir faire passer le message. Donc on a vraiment une panoplie qui est relativement large, de manière de pouvoir s'adresser à tout le monde et que tout le monde puisse capter le message que l'on a envie de faire passer. À condition, bien sûr, que l'orateur ait son discours et que le diaporama soit spécialisé sur les éléments là où il est performant. D'accord ? Alors, la première astuce que je vais vous donner, eh bien, elle est simple. Okay ? Un seul message par diapositive. Les diapositives romans fleuve ne servent à rien. C'est clair? Ça ne sert à rien. Une diapositive, c'est pas un rapport que l'on lit tranquillement sur un bureau. C'est quelque chose qui est fait pour être affiché dans l'instant. Okay? Donc, un seul message par diapositive. Ensuite, ce message, bien, la diapositive doit être autosuffisante. C'est-à-dire qu'on peut extraire la diapositive du diaporama en général, et elle doit pouvoir communiquer l'information en elle-même, sans être dépendante de la diapositive précédente, et sans introduire, et sans avoir une suite sur la diapositive qui suit. La diapositive, elle est claire, elle est un seul message, et elle est autosuffisante. Ensuite, bien sûr que si vous voulez avoir un message qui soit cohérent, faites en sorte que pendant tout votre diaporama, les règles de composition restent stables, qu'elles soient toujours les mêmes. Pourquoi? Eh bien parce que l'orateur, entre guillemets, a besoin d'être conforté, et si vous changez vos règles de composition, ça va distraire son esprit
parce qu'il va percevoir les choses différemment et peut-être pas les comprendre. Donc, on établit des règles, on met des repères et on communique dans ces règles. Et on conserve, bien sûr, les règles de composition. Pour une raison esthétique, de manière d'avoir un diaporama qui se suit. 2, pour aussi faire en sorte que le spectateur soit concentré sur le message et non pas, soit concentré sur le fond et non pas sur la forme. Tout ça c'est bien, okay, mais dans tous les cas, point trop n'en faut, d'accord. En matière de diaporama, Lionel, on ne t'entend plus. Allô, allô? Lionel? oui, Ouais, oui, oui, on t'a perdu. on m'a perdu. Ah, ça va mieux là? Ouais, là c'est bon. Bon, ok. Bon, alors ça devait être une petite coupure Ouais. d'Internet. Ça peut arriver. Ensuite, de manière à ce que justement le message ne soit pas occulté par la mise en forme, eh ben, dites-vous bien une chose, préférez les fonds sobres et respectez en sorte que votre composition reste agréable à l'œil. D'accord? On n'est pas dans la composition d'une œuvre artistique ou graphique, mais on projette quelque chose à l'attention d'un public. Donc automatiquement, il ne faut pas que ça soit un repoussoir. Il faut que quelque part vous ayez une esthétique tout en restant sobre et dans des normes. Pour avoir un avis, je vous conseillerais une petite chose toute simple. Quand vous faites votre diaporama, à la fin de votre diaporama, essayez de trouver une personne qui est hors contexte complet de l'entreprise, du message, qui ne sait pas de quoi on parle, et qui regarde le diaporama et vous lui faites passer. Et elle va tout de suite vous dire, n'étant pas au fait du fond, elle va s'attacher sur la forme et elle va vous dire, bah, ça passe là, c'est bien, telle couleur c'est bon, c'est pas bon, et vous aurez un avis qui sera uniquement sur la forme. Mais c'est toujours très bien. Et puis elle pourra vous dire aussi, est-ce qu'en fin de compte, elle comprend le message. Okay, si elle comprend le message alors qu'elle n'est pas du tout dans le contexte, eh bien je peux vous dire, c'est que votre diaporama va certainement être très bien compris par des gens qui, eux, comprennent le fond. Ensuite, voilà quelques animations de couleurs que je fais. Vous voyez, ce genre de choses qu'il faut éviter. Une diapositive, entre guillemets, c'est un espace. Okay, c'est comme un tableau. Pour avoir de l'équilibre, pour avoir de la cohérence, eh bien, il faut d'abord bien occuper l'espace. Bien occuper l'espace, ça veut dire aussi ne pas trop en mettre. 50% de l'espace, pas plus. C'est-à-dire qu'il faut laisser respirer vos messages. C'est-à-dire sur la diapositive, il faut qu'il y ait du blanc. Parce que ce blanc va permettre de concentrer l'attention sur ce qui est impératif et ce qui est primordial. Okay? N'en mettez pas trop. Ensuite, il faut toujours mettre le sujet principal au centre. Alors, au centre, oui, de la diapositive, parce que là, c'est le point focal et on ne va pas le louper, mais pas seulement. Je vais vous parler d'une petite chose. On va aussi mettre le sujet principal au milieu d'une liste. Vous avez une liste de 5 sujets, d'accord? Okay. Eh bien, dites-vous bien que le sujet principal qui est dans cette liste, eh bien, ne le mettez ni en premier ni en dernier, mettez-le au milieu. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour un phénomène physique. Quand vous lisez la première ligne de ce diaporama, utilisez 50% de l'espace disponible, pas plus, eh bien, dites-vous bien que votre esprit est déjà en train de décoder la ligne du bas. La ligne qui est juste en dessous. Le blanc est important pour la compréhension. Okay. Et quand vous lisez cette deuxième ligne, votre esprit, lui, anticipe, est déjà en train de décoder la ligne du dessous. Ce qui fait que le sujet qui est au milieu, la ligne qui est au milieu, c'est-à-dire placer le sujet au centre, le sujet principal au centre, eh bien, est plus analysé que s'il avait été en premier ou en dernier. Votre esprit le voit plus longtemps. Donc,
quand vous avez une information principale, de préférence, mettez-la au milieu de la liste. Et vous verrez que c'est celle-ci que les gens vont lire et décoder le plus. Donc, inconsciemment, les gens le voient plus. Ça, c'est une petite astuce qu'il faut retenir. Bien sûr, sur l'image, eh bien, vous la mettez au milieu parce que, de toute façon, le regard n'étant pas global sur une diapositive, mais on a un regard qui analyse chaque coin, eh bien, c'est l'endroit où où le regard passe le plus souvent, et donc où il perçoit l'information que vous y aviez positionnée. Ensuite, vous avez des zones stratégiques. L'intersection des tiers sont des zones clés. Mais je dirais que ce sont des zones clés, là où se trouvent les petites étoiles vertes, bleues et oranges. Ce sont des zones clés pour pouvoir y placer des pictogrammes, des graphiques, des images. Okay, bien sûr, l'étoile qui se trouve au centre symbolise la zone où l'on percevra le mieux et le plus rapidement l'information principale. Ensuite, l'astuce numéro 3, ça va être de limiter le texte. Il faut aller à l'essentiel, d'accord. La diapositive ne remplace pas le discours, je reprends ce que je disais dans le préambule, d'accord. Et il faut savoir, dans ce discours, extraire les mots-clés, les verbes d'impact qui vont véhiculer l'image d'une façon synthétique et précise. Ensuite, il faut appliquer aux diapositives la règle des 3 x 6. Les 3 x 6, c'est 6 phrases maximum par diapositive. Au-delà, on est dans le roman fleuve. Et tout n'est pas lu. 6 mots maximum par phrase. Donc des phrases courtes, resserrées. Parlez plutôt au présent. D'accord ? On n'est pas là pour faire de la littérature ou pour faire de la rhétorique. On est là pour envoyer de l'information. Donc, des phrases impératives, des phrases au présent, des phrases impliquant nous, je, nous faisons, de manière à ce que ces phrases soient courtes et percutantes. Ensuite, bien, faites toujours un test sur une diapositive. Quand elle est finie, il ne faut pas que vous mettiez plus de 6 secondes à l'écran pour la lire. De manière à ce que vous puissiez, dans le diapositive, dans la présentation, cette diapositive ne va pas capter l'attention par rapport à ce que dit l'orateur. Elle sera le direct complément de ce que dit l'orateur. Il faut que le spectateur lise vite et perçoive très rapidement le message par la diapositive pour qu'ensuite son esprit puisse assimiler en plus ce que dit l'orateur et venir renforcer et compléter ce discours. Parce que le discours de l'orateur, c'est quand même le sujet principal. Ensuite, en astuce 4, il faut rester sobre. J'en reviens sur le côté sobre du message. Et il faut bien sûr conserver la même police de caractère. Les questions de vision à distance sont très importantes pour des diapos. Vous avez certainement dû tous assister à des diaporamas, d'accord, où l'image était trop petite, où la police de caractère était trop petite et vous étiez placé au fond, et comme par hasard, vous aviez oublié vos lunettes, ce qui fait que vous voyez absolument rien du diaporama qu'on vous projette. Malheureusement, c'est la réalité des choses. Quand on fait un diaporama, il faut rentrer tous ces paramètres dans vos règles de composition. Donc, évitez les polices avec sérif, parce qu'elles sont, entre guillemets, plus difficiles à afficher. Restez sur des polices classiques, du Vernana, du Calibri, de l'Arial, quelque chose que les gens ont l'habitude, entre guillemets, de voir. Okay ? Ça, c'est une chose. Ensuite, en dessous de 24 points de taille de caractère, le texte n'est pas lisible, n'est pas facilement lisible. Dites-vous bien que tout l'effort que va faire le spectateur
à essayer de lire qu'il a du mal à percevoir sur l'écran, eh bien, c'est de la concentration qu'il n'aura pas à entendre ou à écouter le discours de l'orateur. Donc, il faut que tout ça, ça soit facile. Il faut que les choses, les messages envoyés par le diaporama soient faciles, simples et très percutants tout de suite. Donc, évitez de travailler avec des polices inférieures à 24 points de taille. Ensuite, n'utilisez pas l'italique, que très rarement, d'accord? Simplement pour souligner un mot, ok? C'est tout. Alors, pourquoi ne pas utiliser l'italique? Eh bien, tout simplement pour des règles toutes bêtes. Il faut savoir qu'il y a une affection de la vision humaine qui s'appelle l'astigmatie, d'accord, qui, pour principe, entre guillemets, voilà, schématiquement, vous avez un X, eh bien, un astigmate perçoit mieux une des deux barres du X. Donc, fatalement, vous comprenez, le X, les caractères sont inclinés, eh bien, un astigmate en perçoit mieux celle qui est penchée vers la droite ou celle qui est penchée vers la gauche. Eh bien, si vous faites tout un texte en italique, d'accord, et que vous tombez sur 2-3 personnes dans l'assistante qui sont astigmates mais qui l'ignorent et qui ne se corrigent pas parce que l'astigmatie n'est pas le cerveau compense souvent ce problème-là, eh bien vous aurez quelqu'un qui va moins bien percevoir votre message. Donc l'italique, comme c'est pas nécessaire, restez sur des polices droites. L'italique, c'est vraiment une fois de temps en temps. Si vous faites toute une présentation en italique, vous verrez qu'à un moment, votre message il est incliné et il est moins percutant, il est plus... c'est pas ce qu'il faut faire. Okay, exactement le même, d'accord, le même message pour le gras. Okay, les caractères gras, ça peut renforcer, mais attention, le gras, ça devient indigeste. Quand il y a une présentation qui n'est faite qu'en gras, je puis vous dire que vous la trouvez assez lourde, la présentation. Ok, donc, bien n'utiliser l'italique que le gras, que vraiment avec parcimonie pour souligner un mot de temps en temps. Okay, pas plus. Bien sûr, le diaporama, ça va nous permettre de présenter des chiffres en graphique. D'accord? Donc des chiffres en graphique, eh bien, c'est un petit peu, je dirais, le but de PowerPoint, c'est de pouvoir rendre digeste des tableaux sous forme graphique, sous forme de courbes et d'histogrammes. Je cherchais le mot. Mais un graphique, entre guillemets, c'est pas évident en soi. Et il faut toujours considérer les spectateurs ou le public auquel il s'adresse comme quelqu'un, je dirais, de peu attentionné. Donc, le titre du graphique doit montrer la voie et doit dire au spectateur ce qu'il doit voir dans ce graphique. C'est tout. Il doit avoir une évolution, une tendance, une relation entre deux variables. Il faut que le titre introduise et dise ce que le spectateur doit aller chercher dans ce graphique. Okay, ça permet, entre guillemets, de le prendre par la main pour aller lui montrer l'élément essentiel que veut mettre en valeur le graphique. Ça paraît idiot, mais je peux vous dire une chose, c'est quelque chose qui est très important. Le titre d'un graphique est un petit peu comme le titre d'un journal. Si vous voulez, entre guillemets, que votre lecteur aille voir un article précis, vous le ferez dans le titre et qui le permettra d'aller plus loin. Okay, donc là, c'est pareil. Le graphique, en clair, le titre, ça doit dire clairement ce qu'on veut montrer. Ensuite, pour que votre graphique soit percutant, éliminez toutes les informations qui ne vous sont pas utiles.
par exemple, une échelle qui serait trop serrée, bien par exemple, au lieu d'avoir une échelle de 1 à 1000 par tranche de 100, qui là serait un petit peu fouillis, eh bien dans ce cas-là, faisons de 1 à 1000, mais par tranche de 250 par exemple, ce qui nous fait que 4 traits qui suffisent amplement pour présenter l'évolution et qui rendent le message beaucoup plus clair, beaucoup plus aéré et bien sûr beaucoup plus compréhensible. Okay. Encore dans les graphiques, il faut savoir que comme on communique par de l'image, je vous ai dit tout à l'heure, attention, l'image a ceci d'une performance, c'est qu'elle est plus facilement comprise que le texte, et souvent même plus rapidement perçue que ce que dit l'orateur. Donc dans ce cas-là, il faut être très précis et très méticulé dans le choix du type de graphique par rapport aux résultats que l'on veut présenter. Okay. Je vous conseille de présenter des proportions sous forme de camembert. Et le camembert, essayez. Les reliefs, les vues en 3D qui vous font plaisir, est-ce que c'est la façon où on présente le mieux? Attention, il faut toujours tester. Si vous avez que 3-4 proportions, oui, je dirais qu'il y a peu de proportions, donc là on peut mettre un effet de 3D et de perspective. Si vous avez plus de 3 proportions à mettre dans un camembert, restez sur un camembert plat. D'accord? Parce que là, les gens verraient bien. Ensuite, est-ce qu'on met des étiquettes ou est-ce qu'on n'en met pas? Est-ce qu'on met une légende sur le côté ou est-ce qu'on n'en met pas? PowerPoint vous offre toute une palette d'expressions en type de graphique qui vous permettent de pouvoir parfaitement illustrer votre propos avec des images, des graphiques qui vous permettront d'être efficaces. Là, seul le test, seule l'épreuve de mettre en œuvre et puis votre sens critique vous permettra de progresser. Ensuite, est-ce qu'on doit présenter une évolution calendaire sous forme d'histogramme ou de courbe? L'histogramme, c'est pour présenter un résultat à un moment donné. Si vous voulez voir une évolution dans le temps, je préfère personnellement la courbe. D'accord? Et vous avez aussi des outils dans PowerPoint qui vous permettent de lisser cette courbe de manière de rester sur la tendance. Okay? Donc là, je dirais que c'est aussi votre votre sens critique par rapport à ce que vous allez sortir. Soyez critique sur vos graphiques. Voilà. Ne soyez jamais satisfait d'un graphique, remettez toujours le en cause pour qu'il soit le plus épuré, le plus sobre et le plus simple possible. Parce que c'est comme ça que vous aurez de l'efficacité et de l'efficience. Ensuite, n'hésitez pas à agrandir les informations principales. Si vous avez beaucoup d'informations dans un graphique, parce que vous êtes obligé de le faire, dans ce cas-là, eh bien, faites un contrepoids. Ce qui est secondaire, mettez-le sur des polices ou des informations plus petites. Ce qui est plutôt important, eh bien, faites-le ressortir en augmentant sa taille. Ensuite, une chose très simple, si jamais vous n'avez pas, vous n'avez pas la possibilité de jouer sur tout ça, il vous est toujours possible de rajouter un objet et de pointer une flèche que vous allez rajouter, insérer un objet flèche, okay, pour mettre en évidence une zone importante ou un résultat précis. Okay. C'est quelque chose d'assez peu utilisé et pourtant c'est très efficace. Ça vous permet d'avoir un graphique relativement simple et à un moment donné vous envoyez une flèche en disant regardez à cet endroit-là il s'est passé telle chose par exemple. Et ce qui vous permet ensuite de rebondir et permet à l'orateur entre guillemets de rebondir sur ce cas particulier.
la couleur. Alors, voilà. Un petit préambule pour la couleur. Quand vous utilisez PowerPoint, notamment dans sa version 2010, bien, on forme les gens à utiliser les thèmes automatiques de PowerPoint. Pourquoi les thèmes automatiques de PowerPoint? PowerPoint a une grande force, c'est de vous proposer des thèmes où il vous donne le choix, dans chaque thème, il vous donne une palette de couleurs et ces couleurs sont harmonisées les unes avec les autres. Ceci a pour effet d'avoir un nuancier dans les mêmes couleurs, mais des nuances plus ou moins denses, plus ou moins foncées, qui vous permettent de rester sobre dans la même charte graphique, dans la même charte de couleurs, tout en ayant la possibilité d'animer et de dégayer un petit peu votre présentation. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces thèmes. D'accord, pour éviter d'avoir des diaporamas où on utilise la couleur qui s'apparente plus à carnaval qu'autre chose. Okay, on est là encore, trop de couleurs, au bout d'un moment, ça devient feu d'artifice et on distrait, entre guillemets, le spectateur du message principal. Okay, donc, bien sûr, vous avez une charte de couleurs. Depuis le début, vous présenter certaines informations dans une couleur donnée, il ne faut pas changer de couleur pour le même type d'information. Chaque info a sa couleur et vous la gardez pendant tout le diaporama. Okay, entre guillemets, un élément positif, vous le présentez vert, un élément négatif, vous le présentez en orange, eh bien, il ne faut pas inverser le chose parce que sinon le spectateur ne comprendra plus. Ensuite, les couleurs, c'est comme tout. Hein, point trop d'infos. Okay, le mieux est souvent l'ennemi du bien. Restez au maximum dans 3 couleurs, plus la couleur d'écriture, que j'ai appelé le noir, d'accord, mais c'est la couleur d'écriture. Hein, parce que là, on écrit en bleu, par exemple, je pourrais avoir 3 couleurs de plus. Mais il est mieux et plus agréable, peut-être, de rester dans une couleur et de décliner des densités de cette couleur qui vont vous permettre. Ce qui fait que quand vous allez vraiment utiliser une couleur qui tranche, eh bien automatiquement, elle permettra de mettre en exergue d'une façon plus soulignée ce que vous voulez mettre en avant. N'utilisez pas la couleur pour faire joli, d'accord ? Utilisez la couleur pour renforcer le contraste, d'accord ? Alors, ensuite, je vous mets penser aux 10% de daltoniens. Oui, d'accord. Il faut savoir que il y a 10% de daltoniens dans la population française. Et qu'une grande partie de ces gens-là l'ignorent complètement. Alors, le daltonien, c'est pas ils confondent des couleurs. Non, c'est simplement que ces gens-là ne perçoivent pas les couleurs comme vous les percevez. C'est-à-dire que dans des couleurs qui, entre guillemets, en densité sont relativement voisines. Je vais parler simplement d'un vert et d'un orange qui pour vous sont très tranchés. D'accord ? Il y a des gens pour qui ces deux couleurs eh bien, sont d'une densité de gris très voisine. Donc quand vous utilisez la couleur, c'est pour renforcer le contraste en densité de couleur. C'est-à-dire, prenez un exemple, il n'y a rien de plus contrasté que le noir sur le blanc. D'accord ? Ou que le blanc sur le noir. Si vous utilisez une couleur, essayez toujours de conserver le blanc, soit en écriture, et on appelle ça un noir au blanc ou un rouge au blanc si on utilise le fond rouge ou le fond bleu, d'accord, et qu'on écrit en blanc. Par exemple, là, sur la diapositive, astuce 7, la couleur, est écrit en bleu au blanc. D'accord ? Mais on aurait très bien pu inverser, c'est-à-dire avoir une diapositive bleue, l'entête en blanc et astuce écrit en bleu. Okay ? Essayez toujours, quand vous utilisez la couleur, d'avoir non pas un orange sur du vert ou un jaune sur du bleu, okay, qui automatiquement ont tendance à casser le niveau de contraste. Essayez toujours d'utiliser la couleur en conservant le blanc dans le choix de la présentation. Pourquoi? Eh bien parce que vous aurez un effet qui permettra réellement
d'augmenter le contraste, d'augmenter la mise en forme, sans pour autant, je dirais, arriver dans des gestions de couleurs un peu problématiques. Ensuite, la gestion, je parlais justement de gestion des couleurs problématiques. Le rapport entre les couleurs est primordial. Il faut savoir que toute couleur a une valeur émotionnelle. Okay, le meilleur point, si vous utilisez du bleu, d'accord, évitez d'avoir des messages en blanc et en rouge. Parce qu'on va avoir là, je dirais, toute une connotation qui n'est pas forcément ce que vous voulez avoir, c'est-à-dire la couleur du drapeau français, la couleur américain, britannique, ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Hein. Beaucoup de pays utilisent ces trois couleurs comme étant les couleurs de leur bannière, mais on voit que le bleu, le blanc et le rouge, eh bien, fatalement, vous avez une connotation qui n'est pas forcément très utile pour bien véhiculer les messages que vous avez envie d'envoyer. D'accord ? Donc, faites attention. Les valeurs émotionnelles sont aussi suivant les cultures. D'accord ? Il faut savoir que dans certaines cultures, eh bien, le jaune n'a pas forcément, je dirais, une image valorisante. Dans d'autres, c'est l'orange ou le... Voyez, donc attention, ok, les couleurs véhiculent un message, véhiculent une émotion. Hein, on est tous d'accord que quand vous voyez quelque chose en vert, vous dites c'est plutôt positif. Si vous avez écrit quelque chose en rouge, c'est plutôt ou de mise en garde ou de négatif. Donc vous voyez, les valeurs émotionnelles sont importantes. Okay, n'essayez jamais de faire d'envoyer un message de mise en garde pour mauvais résultat d'une équipe commerciale écrit en vert. Parce que je peux vous dire, là, le message ne passera absolument pas. Okay, donc il faut bien sûr utiliser la couleur dans le bon sens, ne pas aller à contresens. Ensuite, quand vous utilisez de la couleur, il faut aussi rentrer un paramètre qui est souvent, je dirais, contraignant, c'est celui de la salle dans laquelle vous allez être projeté. Si vous êtes dans une grande salle avec un vidéoprojecteur, pas de la dernière génération, un peu faiblard, et en plus c'est une salle qui est plutôt lumineuse, dites-vous bien que vos couleurs vont toutes tomber dans la nuance de gris et vous allez avoir des couleurs un petit peu plus sombres. Si vous êtes dans des conditions idéales, je dirais que vous pourrez jouer sur des nuances de couleurs. Si vous êtes dans des conditions qui vont être difficiles, restez franchement dans quelque chose de très basique, parce que dans des effets de couleurs qui n'arrivent pas à passer à l'écran n'ont pour effet que de rendre la diapositive difficile à être lue. Okay, donc là, regardez. Maintenant, je dirais qu'on arrive de plus en plus à avoir des diaporamas qui sont présentés sur des grands écrans LCD et de moins en moins en projection. Et là, on a une plus grande liberté parce que l'écran LCD transmet mieux les nuances de couleurs. Mais un conseil, testez la salle, si vous pouvez le faire, essayez de tester la salle dans laquelle vous allez faire votre diaporama, okay, parce que ça vous permettra de mieux concevoir votre diaporama par rapport à l'environnement. Ensuite, on va oser les animations. Les animations, elles, n'ont pas les risques d'être mal à propos que peut avoir la couleur. Une animation, elle va illustrer une évolution. Donc, elle va déjà rendre dynamique le message. Ensuite, elle va donner du rythme à la présentation. Elle va être, je dirais, dynamisante. Elle va sortir, entre guillemets, le spectateur de sa torpeur. Ensuite, comme avec la couleur, l'animation, il faut rester sobre. Il ne faut pas non plus que le message il bondisse dans toute la diapositive comme un zébulon.
ça n'a pas d'intérêt. Par contre, ça permet aussi de rythmer l'intervention de l'orateur. Attention, bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, quelque chose qui saute dans la diapo de droite et de gauche, eh bien, ça distrait le spectateur. Et là encore, on détourne l'attention du spectateur par rapport à ce que dit l'orateur, et ce n'est pas le but de la manœuvre. Le tout est de renforcer, non pas d'occulter. Ensuite, pas trop vite les animations. Il vaut mieux que ce soit l'orateur qui les déclenche ou que ce soit programmé. D'accord ? Vous voyez, nous avons 5 phrases. Okay. Si elles sont en automatique, il faut laisser entre l'apparition de chacune de ces phrases l'orateur tenir son propos. Donc là, c'est un gros travail. Le mieux, c'est que ce soit l'orateur qui les déclenche elle-même, d'accord, par des systèmes de pilotage de la présentation qui aujourd'hui sont en vente dans le commerce et sont très pratiques, ou d'une souris sans fil qu'il aurait à portée de main pour pouvoir changer et faire bouger son. Dans tous les cas, quand on travaille avec des animations, il faut que l'orateur, entre guillemets, se fasse une présentation en réel pour lui-même, tout seul, avec le diaporama fini, de manière qu'il puisse bien appréhender l'apparition et la gestion des animations. Okay. Donc c'est toujours bon de se préparer avant. Là, c'est 10 minutes, un quart d'heure avant la réunion, et ben on est tout seul, on lance, on voit comment ça sort, comment ça se fait. C'est comme ça qu'on est ensuite efficace et qu'on n'est pas pris en défaut par ces animations qui ne sortiraient pas au bon moment. Là, vous voyez, des petites animations comme ça permettent à un animateur de faire un résumé de la situation avant qu'elle disparaisse. Les animations, c'est à la fois une apparition des textes, mais aussi une disparition des textes. Il faut savoir que quand on a tout effacé, là, l'orateur peut rentrer et approfondir. C'est un petit peu comme quand on s'exprime en public. Si vous voulez renforcer le dernier mot, eh bien, vous mettez 3 secondes de silence derrière ce dernier mot. Et vous voyez que le silence renforce le mot. D'accord ? Eh bien là, quand vous faites s'effacer des titres, enfin du texte, sans changer de diapositive, eh bien, vous avez un effet de mémorisation, c'est-à-dire que les titres sont encore dans la mémoire. Okay ? Et parce que le spectateur ne s'est pas habitué. On l'a enlevé, donc l'œil cherche à retrouver, et donc de ce fait, on mémorise un peu mieux. Ce sont des petites astuces. La mise en scène. C'est quelque chose, d'accord, de très important. Un diaporama, ça se met en scène. Okay. Il faut savoir que vous avez des spectateurs qui viennent s'asseoir et qui vont regarder votre travail. Alors, la première chose, c'est laisser le temps au spectateur de rentrer dans l'image. D'accord ? C'est-à-dire que le commentateur, l'animateur de cette réunion, va laisser pendant 2-3 secondes la diapositive arriver sans qu'il parle. Et le spectateur va s'installer dans l'image. Donc il va la prendre en lui. Ensuite, il faut donner des repères. C'est-à-dire, eh bien, on est dans le cadre d'une entreprise, eh bien, reprendre la charte graphique de l'entreprise. D'accord ? Ça permet, entre guillemets, aux spectateurs de se trouver en terrain connu. Remettre le logo de l'entreprise sur chacune des diapositives. Toutes ces petites astuces permettent, entre guillemets, aux spectateurs eh bien, de ne pas avoir d'inquiétude et d'être concentré sur ce que dit l'animateur. Ensuite, chaque diapositive doit vivre 2 minutes. Parce qu'en dessous, ce n'est pas assez long
pour que la personne perçoive l'intégralité du message. Donc, une diapo, ça doit vivre 2 minutes, à peu près. Plus ou moins, c'est une notion. Il faut laisser le temps de rentrer dans l'image et le temps de la lire. D'accord? Mais il ne faut pas être trop long non plus, pour ne pas endormir. Et puis, si vous avez une présentation que vous savez longue, d'accord, vous dites je vais avoir un diaporama entre guillemets de 45-50 minutes, d'accord, là je vous donne un conseil. Faites en sorte que l'animateur ne projette pas de diapositive au bout de 15 minutes, mais intervienne lui, quitte à même réallumer la lumière. Cela aura pour effet, d'accord, dans ce laps de temps, entre 15 et 20 minutes, okay, de reconcentrer tout le monde. Parce que du début à un quart d'heure, les gens sont pleinement concentrés à ce qu'on leur dit, à ce qu'ils voient. À partir de 15-20 minutes, la phase de vigilance baisse un peu pour arriver à 25 minutes par une nette baisse de la tension. Et vous pourrez faire quelque chose qui est assez amusant, si vous en avez l'occasion. Regardez, quand vous faites une pause dans un diaporama dans lequel les gens sont dans voilà, une semi-obscurité ou dans une pénombre, d'accord, et que vous arrêtez entre 15 et 20 minutes les diapositives, okay, et que vous réallumez la lumière, vous constaterez que tous les gens qui regardaient le diaporama, une grande majorité se repositionnent dans leur siège. C'est-à-dire qu'ils avaient inconsciemment pris une position confortable qui allait entraîner une baisse de vigilance dans les 10 minutes qui allaient suivre. Et quand vous faites cette pause, eh bien automatiquement vous cassez le rythme et donc les gens se remettent en vigilance et se repositionnent pour mieux écouter. Donc, quand vous savez que votre diaporama va être long, eh bien, ménagez-vous au moins 2 pauses, d'accord, voilà, à 15-20 minutes, sans diapositive, mais toujours avec l'intervention de l'orateur. Ça permet à l'orateur de reprendre la main, d'accord, et d'empêcher aux gens d'arriver en phase de vigilance faible. Ensuite, la dernière astuce, et ça sera pour conclure, eh bien, résister à la tentation de trop en faire. Okay, point de trop n'en faut, le mieux est souvent l'ennemi du bien. Okay, restez concentré, résistez à la tentation de vouloir tout animer, tout colorer, tout. Non, soyez sobre, restez simple. Ensuite, vous avez un discours de votre orateur, déterminez le fil d'Ariane et vérifiez pendant toute la création de votre diaporama si vous êtes bien toujours centré sur l'objectif que l'orateur se donne dans son intervention. C'est un point qui vous permettra de rester, de ne pas transiger. Vous allez rester pile sur le fil d'Ariane et de manière à bien suivre le discours de l'orateur. Présentez moins de diapos. C'est plus efficace de présenter moins de diapos et surtout des diapos moins chargés. Okay. C'est quelque chose d'important. Le diaporama n'est pas un document que l'on remet à chaque participant en fin de réunion. Un diaporama, ce n'est pas un rapport de réunion. Un diaporama, c'est, comme je vous l'ai dit, quelque chose qui permet d'illustrer le propos de l'orateur. Beaucoup trop de managers utilisent le diaporama en disant « je vous donnerai le diaporama à la fin ». Ce qui fait que là, je peux vous dire une chose, c'est que les participants, ils ne regardent rien, ils s'en foutent, ils savent qu'ils l'ont à la fin. Donc, ce n'est pas le but. Donc, si on veut faire un rapport de réunion, on en fait un, mais dans ce cas-là, c'est un document que l'on fait avec un traitement de texte, avec d'autres documents. Un PowerPoint, un diaporama, ça reste pour être présenté pendant la réunion. Point barre.
Et on ne met pas d'informations, je dirais, stratégiques dessus. Ça n'a pas à être transmis. D'accord? C'est là pour illustrer. Un rapport de réunion, c'est autre chose. Enfin, quand vous préparez un diaporama, des fois on n'est pas on n'est pas maître des conditions techniques. Il peut avoir des pépins. D'accord? Donc, ces pépins, on va essayer de les, entre guillemets, anticiper. Soit c'est ni plus ni moins votre ordinateur qui plante et vous allez être obligé d'utiliser un autre ordi. Là, un autre ordi, vous n'avez pas forcément le bon programme qui, que, quoi. Dans ce cas-là, eh bien, votre présentation PowerPoint, exportez-la sur une clé USB au format PDF. Vous aurez peut-être pas toutes les animations, mais par contre, vous aurez bien toutes les pages. Okay, avec tout le texte et tout ce qu'il faut, toutes les couleurs, et bien sûr n'importe quel lecteur PDF gratuit pourra, entre guillemets, vous afficher en plein écran. Donc vous pourrez avoir ce qu'on appelle un diaporama minimum, de passant de la page 1 à la page 2, à la page 3, à la page 4. Autre chose, si vous êtes dans un hôtel, eh bien, ne vous privez pas d'imprimer votre diaporama sur des transparents. Pourquoi? Eh bien parce que si le vidéoprojecteur de l'hôtel tombe en rade, il faut que le vôtre aussi a un problème d'ampoule, parce que ça arrive assez souvent. Eh bien, sachez que dans tous les hôtels, il y a toujours ce qu'on appelle un rétroprojecteur. Un rétroprojecteur, c'est l'ancien système, vous savez, qui éclairait avec une grosse lampe sur laquelle on mettait des transparents. Donc vous avez vos transparents, vous pourrez toujours faire ce qu'on appelle un diaporama minimum. On change les transparents à la main, mais c'est mieux que rien. Okay. Bien sûr, si vous êtes riche, prévoyez aussi un projecteur de secours, parce que c'est quand même quelque chose qui arrive régulièrement. On ne vérifie pas la longévité. Il faut savoir que la longévité des ampoules des vidéoprojecteurs est souvent courte. En plus, les gens ne respectent pas forcément les temps de refroidissement avant de les débrancher, ce qui fait que des fois, on a des ampoules qui claquent en pleine présentation. Voilà, j'espère vous avoir transmis et communiqué ces 10 petites astuces. J'espère que vous allez pouvoir, avec ceci, rendre vos diaporamas plus percutants, plus efficaces. Je vous remercie de votre attention et je repasse la main à François. Merci à tous, au revoir et à la prochaine. Merci Lionel. Non, moi rien de particulier à ajouter. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance pour Lionel ou pour moi aussi sur les formations en général? A priori, pas de questions. Bon, de toute façon, on est à votre écoute par email, téléphone, etc. Vous allez sur notre site maformationonline.com, vous avez toutes nos coordonnées. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Vous retrouverez cette session sur YouTube d'ici ce soir. Et puis n'oubliez pas le questionnaire qui va apparaître sur votre écran dès que je vais fermer la session. Merci, bonne journée et puis bon appétit. Au revoir.